Nous sommes le 14 mai 2025. Vous savez ce qui s'est passé le 14 mai 1948? Eh oui, les années passent, hein, les années passent. Ça fait exactement 77 ans. Regardez ce qui s'est passé. 14 mai 1948, création de l'État d'Israël. Ouais. C'était dans tous les médias du monde entier. Regardez le New York Times qui faisait état de la création de l'État d'Israël. Voilà, et le titre c'était « Les sionistes proclament le nouvel État d'Israël ». Et Truman, qui était le président américain de l'époque, avait reconnu immédiatement et il disait que c'était un espoir pour la paix. Mais le même jour, l'Égypte avait décidé d'attaquer donc Tel Aviv. Donc, Tel Aviv a été bombardée ce jour-là et l'Égypte avant Nasser, à l'époque c'était le roi Farouk, avait donné l'ordre d'envahir Tel Aviv. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez bien, ils disent pas les Juifs, hein, ils disent les sionistes proclament l'État d'Israël. C'est écrit noir sur blanc, là, regardez. Sionistes. Et donc ça, c'était le New York Times. Et maintenant, la une de Palestine Post. Regardez, ils disent que l'État d'Israël est né. State of Israel is born. OK? À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Palestine Post. Donc ça, 14 mai 1948, voilà, retenez bien la date, 14 mai 1948. Et vous savez ce qui s'est passé le 14 mai 2022? 14 mai 2022, cette fois-ci pas à Tel Aviv, mais en Algérie. Regardez. Ça, c'est l'avocat maître Yassine Khalifi, ça c'est moi-même, ça c'est mon infirmier personnel Hamza Djabri, et ça c'est mon autre avocat, maître Abdelkader Chouhara. Mais écoutez, tous les quatre, on s'est retrouvés en prison dans notre pays. Vous imaginez? Le jour même de la création de l'État d'Israël, on s'est retrouvés en prison dans notre propre pays, avec un passeport algérien. Et vous savez que j'ai renoncé à ma nationalité française en 2013, et depuis j'ai un récépissé de titre de séjour. Voilà. Donc voilà, à 4, on s'est retrouvés en prison. Alors d'abord, moi-même avec Hamza Djabri et maître Abdelkader Chouhara, et 15 jours après, maître Yassine Khalifi nous a rejoints à la prison de Chlef. 14 mai 2022. Donc vous pouvez imaginer, moi qui suis historien de formation, quand je vois que mon propre pays me met en prison un jour anniversaire de la création d'Israël. Je vous cache pas que ça m'a profondément touché, mais c'est la vie, c'est la vie. Alors pourquoi je fais cette introduction? À vrai dire, c'est pour vous parler d'amnistie. Oui, je pèse mes mots. J'ai fait exprès de vous parler de cette date du 14 mai, parce qu'aujourd'hui, c'est le 3e anniversaire de mon incarcération avec Hamza Djabri, maître Abdelkader Chouhara, et ensuite 15 jours après, de maître Yassine Khalifi, pour vous dire que être emprisonné, subir une injustice, ne veut pas dire automatiquement esprit de vengeance. Vous avez vu, j'ai bénéficié quelques mois plus tard, en janvier 2023, d'une 3e grâce présidentielle du chef de l'État, Si Abdelmajid Tebboune. J'ai été libéré ensuite le 3 avril de mon interdiction de quitter le territoire algérien. C'était le 3 avril 2023. Et certains s'attendaient à ce que, à partir des États-Unis, je commence à critiquer l'Algérie, les responsables politiques algériens. Pas du tout. Vous avez constaté que je suis resté fidèle à moi-même, fidèle à mes principes, et malgré tous les problèmes que j'ai connus en Algérie, aujourd'hui et chaque jour, je défends l'Algérie, je défends le peuple algérien, je défends la souveraineté
économique, diplomatique, politique, sociale de notre beau pays. Donc l'esprit de vengeance ne m'a jamais animé, il ne m'anime pas au présent, il ne m'animera pas non plus à l'avenir. Alors, vous savez que cette question de l'amnistie, c'est une vieille histoire. Alors j'ai préparé quelques textes pour cette vidéo. Déjà à l'époque d'Athènes, donc des cités grecques athéniennes, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, les anciens avaient recours à l'amnistie dans le but de réconcilier des ennemis appartenant à la même cité, donc à la même ville ou le même pays, et de restaurer la paix civile. C'est extrêmement important à un moment donné, quand il y a des conflits intérieurs, d'arriver au stade de l'amnistie pour empêcher qu'il y ait ce cycle infernal des vengeances. Et Dieu sait que dans les pays arabes, berbères, kurdes, l'esprit de vengeance est vraiment ancré. Et pourtant, nous avons une belle religion qui est la religion musulmane, qui nous invite à pardonner. Oui, ça fait partie de notre culture, le pardon, le pardon. Alors avant d'aborder la question de l'amnistie en Algérie, donc là j'ai voulu faire un petit panorama de ce qui s'est passé par le passé. Donc là j'ai commencé par les cités grecques, déjà Athènes au 5e siècle. Mais la France, qui nous a colonisés 132 ans, pratique l'amnistie depuis déjà le 19e siècle. Donc c'est une vieille histoire en France de pratiquer aussi l'amnistie. Ça veut dire le monde entier le pratique, même aux États-Unis, quand il y a eu une terrible guerre civile entre 1861 et 1865, qui a fait, je vous le rappelle, 700 000 morts et 2 millions de blessés, c'est-à-dire 3 fois et demi plus que la guerre civile algérienne dans les années 90. Donc, personne n'a été épargné par les guerres civiles. Mais à chaque fois, il faut passer à autre chose. C'est ce qu'on appelle l'amnistie ou réconciliation nationale. Alors, après 1945, vous savez qu'en France, il y a eu énormément de collabos qu'on appelle harki chez nous. Et le général de Gaulle, en 1946, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire, moi ? Le pays entier, pratiquement tout le pays était collabo avec l'Allemagne nazie. Avec qui je vais travailler? Donc il s'est dit, allez, on va amnister, on va passer à autre chose, et comme ça on va pouvoir reconstruire le pays. Et force est de constater qu'à partir de la mise en place du programme Marshall par les Américains en Europe en 1947, il y a eu ce qu'on appelle les 30 glorieuses en Europe. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un boom économique, un boom démocratique, et les choses allaient de mieux en mieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle 30 glorieuses, c'est-à-dire 30 années de développement continu à tous les niveaux. Donc le général de Gaulle et ensuite ceux qui lui ont succédé ont mis en place 3 lois d'amnistie, 46, 47, 51, pour justement faire table rase des problèmes de la Deuxième Guerre mondiale où, c'est le moins qu'on puisse dire, le peuple français n'a pas été très courageux. Vous savez que le peuple français a envoyé dans les camps de concentration et dans les chambres à gaz 76 000 Français de culture juive. Et c'est comme ça, voilà, en pardonnant, qu'on va de l'avant. Et d'ailleurs, il y a un philosophe français qui s'appelle Alain Etchegoyen qui, en 2000, a publié un livre qui s'appelle « Le courage de l'amnistie ». Voilà, le courage de l'amnistie. Et à l'époque, on parlait beaucoup des hommes politiques qui étaient impliqués dans des scandales financiers, de corruption des campagnes présidentielles. Et il avait écrit dans ce livre « Mieux vaut certainement pour la démocratie un coupable en liberté que maints élus, c'est-à-dire plusieurs élus innocents, victimes de la suspicion publique ». En clair, il dit oui, certes, il y a des hommes politiques qui sont corrompus, qui ont véreux, mais parfois, dans la mesure où l'opinion publique a tendance à considérer tous les hommes politiques comme des gens corrompus, malhonnêtes, etc., il s'est dit, au final, mieux vaut pour la démocratie un coupable en liberté que plusieurs élus innocents, entre guillemets, victimes de la suspicion publique. Ça, c'est le philosophe français Alain Etchegoyen. Alors, plus près de nous, vous savez que pendant la guerre d'Algérie,
Il y a eu des choses horribles. Et pendant la colonisation, n'en parlons même pas. 5 millions et demi de martyrs entre 1830 et 1962. Et rien que pendant la période de la guerre de libération, entre 54 et 62, il y a eu 1,5 million de martyrs. Alors, martyrs, ça veut dire quoi? Ça veut dire assassiner, violer, déchiqueter, envoyer, jeter en avion dans la mer, par avion dans la mer, la famine, camps de concentration, des tortures innommables. Et écoutez-moi bien, tous ces crimes-là, je dis bien, tous ces crimes-là ont été amnistiés lors des accords d'Évian du 18-19 mars 1962. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc aujourd'hui, quand on parle de la mémoire, de la colonisation, de la guerre d'Algérie, ben sachez que les négociateurs algériens ont pardonné à la France tous ces crimes-là. Vous imaginez? Le FLN, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, le Front de Libération Nationale, ont décidé d'un commun accord avec l'État colonial français d'amnistier tout le monde. Regardez, ça c'était le 2 juin 62. Article du Monde, les oubliés de la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que les accords d'Évian proclament une amnistie. Donc, accords d'Évian, je le répète, 18-19 mars 1960. Donc, les accords d'Évian proclament une amnistie pour tous les Algériens, qu'ils aient combattu dans les rangs du FLN ou dans les rangs des harkis. Donc, même les harkis ont été amnistiés. Retenez bien, hein, les harkis. Pour tous les militaires ou policiers français qui ont pu commettre des atrocités. Donc, même les militaires, même les policiers français qui ont pu commettre des atrocités, et il précise, la torture même est amnistiée en tant que crime. Et vous connaissez Maurice Audin. Il y a même eu un non-lieu par rapport à l'affaire Maurice Audin. Vous savez qu'il a été tué et jeté. Son corps n'a jamais réapparu par l'armée française. C'est pas moi qui le dis, ce sont les accords d'Évian. Regarde, les accords d'Évian. Donc, les pires des atrocités ont été amnistiés, c'est-à-dire pardonnés. Pardonnés sur le plan légal. Ça veut dire quoi, amnistie? C'est-à-dire qu'on ne peut plus porter plainte après. On ne peut plus porter plainte contre la France, contre les militaires, contre les policiers, contre le général Ossarès, bon, qui est mort maintenant, mais qui était tellement content d'avoir dit « Oui, moi, j'ai torturé des Algériens, j'ai torturé l'Arbi Ben Mehidi, Maître Ali Boumoudjil, etc. Rabbi Yarhamou. » Oui, ben, oui, vous pouvez le dire, vous pouvez l'écrire, vous pouvez en parler à la télé, ben, parce que la loi, les accords d'Évian le protégeaient. C'était une amnistie. C'est-à-dire, voilà, on ne peut plus rien faire. Donc, vous voyez, tout ce cinéma qu'il y a aujourd'hui entre Paris et Alger, tout ça, c'est de la littérature. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Car le FLN et le GPRA ont signé. Ils ont mis le tampon. Comme quoi, on ne peut plus poursuivre en justice qui que ce soit en France. C'est une réalité juridique. Voilà, il faut le savoir. C'est bien de le dire aussi, hein, pour pas rêver, pour pas se faire des films, pour pas sombrer dans la propagande ici ou là. Alors en France, c'était différent. Il y a ce qu'on appelle des lois d'amnistie entre 64, 66 et 68. C'est ce qu'on appelle les amnisties de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que autant ceux qui étaient en Algérie ont été tous amnistiés, mais ceux qui ont participé à la guerre de libération aux côtés du FLN, donc les Français qui ont participé à la guerre de libération aux côtés du FLN, notamment les porteurs de valises, comme le réseau Janson, par exemple, ceux-là n'ont pas été amnistiés en 62 dans le cadre des accords d'Évian. Il a fallu donc une amnistie pénale, donc promulguée le 23 décembre 64, ensuite le 17 juin 66 et la dernière le 31 juillet 68. Ces lois-là ont amnistié les terroristes de l'OAS, l'organisation, la fameuse organisation terroriste française. Voilà.
Donc ceux-là ont bénéficié de 3 lois d'amnistie séparées. Voilà, c'est ce qu'on appelle les amnisties de la guerre d'Algérie, entre 62 et 82. Alors la dernière, celle de 82, elle est différente, elle concerne ce qu'on appelle la révision des carrières. Voilà, c'est Mitterrand qui l'a fait voter, comme ça on n'en parle plus, c'est fini. Voilà, c'est fini la guerre d'Algérie, tous les crimes, que ce soit en Algérie, donc ça c'était les accords d'Évian, ou en France, tout est pardonné. Allez, vous pouvez écrire des livres, faire des émissions de télé, faire de la propagande politique, dire ce que vous voulez sur l'Algérie. Vous êtes protégé par la loi. Donc alors, on peut se plaindre dans les journaux algériens, Zemmour, Retailleau, Driancourt, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous, on a signé. L'Algérie a signé. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la guerre d'Algérie. Personne ne peut porter plainte contre vous. Et oui, c'est ça l'amnistie. Voilà, donc si vous voulez lire, il y a beaucoup de littérature sur la question. Vous voyez, donc là, c'est ce que j'ai relevé comme point important. Voilà, en mars 62, il y avait 2 décrets qui avaient été signés concernant les Algériens qui se sont battus en Algérie pour l'indépendance algérienne. Et ils disent que les accords d'Évian, reconnaissant la légitimité de ce combat, donc de l'Algérie, et ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie, les négociateurs algériens ont réclamé que les détenus soient libérés et les condamnés blanchis. Alors, je vais y arriver pourquoi je vous cite cette phrase. Donc, la France a accepté que le jour même, que tous les détenus algériens soient libérés et les condamnés algériens soient blanchis. C'est comme ça que le 19 mars, les fameux leaders du FLN qui avaient été kidnappés lors du piratage, du détournement de l'avion marocain, le fameux 22 octobre 1956, donc Ben Bella, Hossein Et Ahmed, Mohamed Boudiaf, etc. Ce jour-là, ils ont tous été libérés. Eh oui, c'était dans le cadre des accords d'Évian. Vous savez que Ben Bella, Et Ahmed et Mohamed Boudiaf n'ont pas participé aux accords d'Évian. Les chefs de la délégation, vous le savez, c'est un homme qui a été tué plus tard par notre propre pays, donc à Francfort, donc le 18 octobre donc 1970 à Francfort. Ça fait partie on va dire des douleurs de notre pays. Et c'est vrai que c'est dur. Mais c'est comme ça. Et il y avait dans la délégation un jeune avocat très brillant qui est devenu plus tard un ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, et c'est lui qui a fait libérer les diplomates américains qui étaient pris en otage par les Iraniens à l'ambassade américaine de Téhéran, en Iran. Donc il a réussi à les faire libérer donc le 20 janvier 1981. Alors, le nom dont je vous parle, le chef de la délégation, le nom va me revenir, vous savez, avec tous les médicaments que je prends, parfois j'ai des problèmes de mémoire. Et comme j'ai pas envie de couper cette vidéo, donc il va me revenir au fur et à mesure. Donc ça fait partie des 3 B, vous le connaissez. Voilà, Belkacem Karim. Voilà, vous voyez, j'ai plus 20 ans maintenant. Donc Belkacem Karim Rabbi Rahmout est le chef de la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc c'est lui qui a négocié les accords d'Évian au nom de tous les Algériens. Alors, après cette guerre d'Algérie extrêmement meurtrière, qui a fait suite à une colonisation française extrêmement meurtrière et terrible pour et le peuple algérien et pour notre pays, vous savez qu'il y a un grand pays qui a mis en place des lois d'amnistie. C'est un pays africain, c'est l'Afrique du Sud, avec à sa tête le président Nelson Mandela. Vous savez que l'Algérie l'a aidé à mener son combat en Afrique du Sud. Et Nelson Mandela, donc voilà, je vous montre une étude sur l'affaire de l'amnistie en Afrique du Sud. Il y a eu ce qu'on appelle une amnistie sous condition, ce qu'on appelle une réconciliation nationale sous condition, avec les Blancs sont minoritaires en Afrique du Sud. Et lorsqu'il y a eu la libération de Nelson Mandela et ensuite la négociation entre le régime de l'apartheid et Nelson Mandela, donc la fameuse organisation dont il était le chef, l'ANC, il était convenu que les Blancs
qui sont à la fois d'origine anglaise et d'origine hollandaise, restent en Afrique du Sud. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec les accords d'Évian. Il était prévu que les 800 000 Blancs, les 800 000 Européens restent en Algérie. Sauf que l'Afrique du Sud a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Algérie. Vous savez qu'il y a eu 2 attentats, un à Alger, un au Oran, qui a fait que les Européens d'Algérie ont eu peur et sont partis entre juin et octobre 1962. Ils sont partis massivement en France essentiellement, mais aussi en Espagne. En Afrique du Sud, ils ont été doucement. Voilà, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas les mêmes dérapages qu'il y a eu en Algérie. Et il a été convenu que tous les citoyens d'Afrique du Sud, qu'ils soient blancs ou noirs, aient un droit de vote égal, ce qui voulait dire mathématiquement qu'à chaque fois qu'il y aurait des élections présidentielles, par exemple, il y aurait forcément un noir qui serait président, car les noirs en Afrique du Sud représentent la quasi-totalité du pays, autour de 90%, mais que les blancs maintiennent leur prérogative économique, c'est-à-dire que le nouvel État d'Afrique du Sud n'a pas exproprié les blancs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les blancs continuent de contrôler 80% de l'économie sud-africaine. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Donc les mines d'or, les mines de diamants, les entreprises, les instituts financiers, les blancs contrôlent l'économie sud-africaine, tandis que les noirs contrôlent la vie politique sud-africaine. Vous savez, nous en Afrique, je me mets dedans, on adore le pouvoir, on adore ce qui est politique, on adore costume, cravate, je suis président, je suis Wali, je suis ministre, parce qu'on a tellement envie de reconnaissance que finalement l'argent, c'est après, quoi. Après, on magouille un peu d'escroquerie, un peu de corruption, comme cela a été le cas pendant l'ère Bouteflika. Mais on va y arriver. Alors, Nelson Mandela a mis en place ce qu'on appelle la Commission Vérité et Réconciliation, la CVR. Et dans le cadre de cette philosophie de la réconciliation, il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'amnistie collective, c'est-à-dire qu'on n'allait pas pardonner à tous les Blancs tous leurs crimes de façon collective. Non, Nelson Mandela, il a dit non, je ne vais pas faire une amnistie collective comme dans les accords d'Évian, par exemple, où on a dit allez, on pardonne tout le monde, quoi. Non, Mandela, il a dit non. Il a décidé que cette commission retiendrait une acception conditionnelle de l'amnistie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amnistie a été accordée aux Blancs à condition qu'ils en fassent la demande. Il fallait en faire la demande et qu'ils comparaissent devant le comité d'amnistie de cette commission Vérité et Réconciliation. Voilà, c'est-à-dire que c'était une amnistie individualisée. Et je vous parlerai de ce qui s'est passé juste après en Algérie. Juste une année après, à vrai dire. Donc les Africains du Sud sont intelligents quand même. Ils ont dit non, non, non. Toute personne qui a commis un crime ou un délit doit faire la demande d'amnistie. Et ainsi, s'il est amnisté, c'est parce qu'il a déjà reconnu qu'il a fait quelque chose. Et donc c'est nominatif, à vrai dire, individuel et nominatif. Et c'est ainsi que la réconciliation nationale a pu être, j'aimerais dire, orchestrée et fonctionner. Et le principe qui a été défini par Nelson Mandela, c'était que cette commission Vérité et Réconciliation, établie en 1995, visait à faire la lumière sur la violation des droits de l'homme les plus graves entre le 1er mars 60 et le 10 mai 1994. Voilà, c'est ici. En gros, les Africains du Sud, ils n'ont pas fermé les yeux. Ils se sont dit, voilà, toute personne qui a commis un crime, il doit être identifié. Voilà, c'est pas comme ça, là. Mais c'est femme, comme on dit chez nous, de façon générale. Et la philosophie de Nelson Mandela, vous savez, au-delà d'être un avocat et un homme politique, c'était quand même un philosophe. L'idée, au travers de cette procédure, c'était de promouvoir un esprit de réconciliation au sein de la population. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le flou, c'était vraiment précis. Les Noirs, en devenant citoyens, étaient invités à pardonner aux bénéficiaires blancs de l'apartheid. Vous imaginez?
faut arriver à un certain niveau quand même, hein, de pardon. Eh oui, les Africains du Sud, les Noirs d'Afrique du Sud, ont quand même un haut niveau de sagesse dont on devrait s'inspirer. Alors, pour la petite histoire, l'Algérie en 1974 a fait exclure le régime de l'apartheid de l'ONU. Il ne faut jamais l'oublier, cela. L'Algérie a joué un rôle très important et l'Afrique du Sud n'a pas oublié. Oui, l'Algérie en 1974 a fait exclure le régime d'apartheid des Nations Unies. Donc maintenant, je vous ai parlé de tout ça. Est-ce que nous, on est capable de pardonner? Nous, les Algériens, parce qu'on va revenir à l'Algérie maintenant. Vous savez que pendant la décennie noire, on s'est entretués. Je sais que c'est pas beau, hein. C'est facile de lutter contre un ennemi extérieur. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Mais ensuite, on a créé nos propres ennemis à l'intérieur du pays. Donc, pendant cette terrible décennie noire entre 92 et 2000, il y a eu autour de 100 à 200 000 morts. Rabbi yarhamou, mais autour de 20 000 disparus. Vous savez que lorsque est arrivé au pouvoir Abdelaziz Bouteflika en 99, il a mis en place, à partir du 8 juillet 99, ce qu'on appelle la loi sur la concorde civile. Donc Louis M. El Madani. Mais cette loi sur la concorde civile, qui a été votée en référendum par voie référendaire par 90% des Algériens le 16 septembre 99, elle avait été préparée par son prédécesseur qui s'appelle le président Yamin Zaroual. Et en effet, entre 1995 et 1998, grâce à des ordonnances de Yamin Zaroual, c'est-à-dire un papier qu'il a signé lui-même, il y a eu 4000 insurgés, donc islamistes, qui ont bénéficié de la politique de clémence du président Yamin Zaroual. Donc on n'en parle pas. Donc cette ordonnance du 25 février 1995, voilà. L'ordonnance du président Yamin Zaroual. Donc on attribue, on va dire, la publicité de cette loi sur la concorde civile essentiellement à feu Abdelaziz Bouteflika, mais c'est le président Yamin Zaroual qui a commencé à tenter de réconcilier le peuple algérien, donc à partir de l'ordonnance du 25 février 1995. Alors cette loi qui a été votée à la fois par le Parlement algérien avec le soutien de l'armée, donc au Parlement algérien, donc le 8 juillet 1999, cette loi sur la concorde civile, ça a été la première étape de la réconciliation nationale entre les Algériens de tous les bords. En gros, les laïcs d'un côté, les islamistes de l'autre. Mais nous sommes tous Algériens. Et c'est à partir de cette loi de 1999 que, à nouveau, il y a eu 6000 islamistes qui sont descendus du maquis et qui ont été pardonnés. Et le président algérien a voulu parachever cet esprit de concorde civile en faisant voter en 2005 une nouvelle loi qu'on appelle la loi sur la réconciliation nationale, donc la charte sur la réconciliation nationale, donc c'était en 2005. Alors pourquoi il a mis en place cette charte pour la paix et la réconciliation nationale, donc c'était le 15 août 2005. L'idée c'était qu'il n'y ait plus aucune plainte, aucune procédure judiciaire qui touche ou bien les islamistes ou bien les militaires qui auraient été responsables de crimes dans le cadre de cette terrible guerre civile qui a perturbé, secoué, bouleversé et horrifié notre pays. Donc, 15 août 2005, charte pour la paix et la réconciliation nationale qui a été votée par référendum, là aussi. Donc, la différence qu'il y a entre l'Afrique du Sud et l'Algérie, c'est que l'Algérie n'a pas voulu individualiser cette amnistie. En clair, l'Algérie, en tout cas l'État algérien, a décidé de pardonner à tout le monde indistinctement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'acte individuel, il n'y a pas eu des personnes qui ont dit individuellement « moi je demande l'amnistie ». Ce qui veut dire qu'on ne sait pas
qui a commis un crime en Algérie. C'est la grande différence avec l'Afrique du Sud, où les Africains du Sud savent qui a commis un crime. Car tous ceux qui ont été amnistés ont dû faire une démarche individuelle. En Algérie, non. On a fait une démarche collective. Alors, je vais y arriver. Je poursuis mon raisonnement. C'est pour ça que j'ai commencé avec mon affaire du 14 mai 2022, où nous avons été tous les 4 emprisonnés dans notre propre pays. Et vous savez pourquoi on a été emprisonnés? Est-ce que vous savez pourquoi on a été emprisonnés? On a été emprisonnés parce qu'on a demandé la libération des 270 détenus politiques qu'il y avait en Algérie à cette époque-là, à ce moment-là. Donc j'avais, avec mes avocats, déposé une déclaration à la Wilaya pour dire que nous allions organiser un rassemblement pacifique et légal devant la prison de Chlef pour demander la libération des 270 prisonniers politiques. Et nous avons été incarcérés de façon totalement injuste et illégale, mais c'est comme ça. Vous savez, on ne peut pas changer les choses d'un coup dans notre pays. Il faut être calme, il faut être très très patient, très patient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'ai été libéré, j'ai bénéficié de 3 grâces. D'abord une première le 19 février 2021, une deuxième le 5 juillet 2022 et la troisième, la définitive, en tout cas j'espère que c'est la définitive, le 18 janvier 2023. Donc c'est les grâces, 3 grâces du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, et vous savez que je l'ai soutenu depuis le mois de mai 2017 lorsqu'il était chef de gouvernement et qu'il avait décidé de lutter contre la corruption. Donc moi, à titre personnel, j'ai aucun problème avec le président, lui non plus, puisque je l'ai soutenu depuis 2017 et je serai toujours un soutien loyal du président Abdelmajid Tebboune dans le cadre de sa lutte contre la corruption. Ceci étant dit, vous savez qu'il m'est arrivé des choses très graves. Moi aussi, dans mon combat contre la corruption, des dignitaires pendant ces 20 années du régime de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous savez, j'ai organisé 157 manifestations anti-corruption avec des militants du mouvement pour la jeunesse et le changement. Vous connaissez cet homme, qui était le secrétaire général du Front de Libération Nationale. Regardez ce qui a marqué là, Jabhat Tahrir al-Watani. Vous imaginez? Ce monsieur-là, qui représentait le parti des révolutionnaires de 54 à 62, ce monsieur-là volait de l'argent au peuple algérien. Vous imaginez? Le Hizb Jabhat Tahrir al-Watani, le parti du Front de Libération Nationale. Il s'appelle Ammar Saïdani, vous le connaissez. Ce monsieur avait un magnifique appartement, parmi tant d'autres, à Neuilly-sur-Seine, dans les quartiers les plus chics de la banlieue parisienne. 13-15 boulevard Victor Hugo. Ce monsieur-là, vous savez que j'ai organisé un certain nombre de manifestations devant son appartement. Et qu'est-ce qui s'est-il passé en octobre 2017? Regardez ce qui s'est passé. Son fils, son neveu, on ne sera jamais la vérité, m'a sauvagement tabassé. J'étais à 2 doigts de mourir. Vous imaginez 2 doigts de mourir. J'ai eu 30 coups à l'oreille droite. 30 coups à l'oreille droite. Il m'a cassé mon nez. S'il n'y avait pas les policiers municipaux de Neuilly-sur-Seine qui avaient réagi à temps, je serais dans un cimetière aujourd'hui, dans le cimetière de Mondouar, en Algérie. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez ? Cette vidéo avait été vue à l'époque par 15 millions d'Algériens. 15 millions d'Algériens. J'ai failli mourir. Bon, on va tous mourir, vous savez. La vie politique, la lutte contre la corruption, elle est risquée, vous le savez bien. Quel que soit le pays, regardez Navalny en Russie, regardez Snowden, Julian Assange, ils ont été obligés de quitter leur pays parce que ils avaient révélé des choses qu'ils n'auraient jamais dû révéler. Eh bien, malgré ce qui m'est arrivé, le 6 octobre 2017, j'ai jamais eu un instinct de vengeance contre ce monsieur-là, Ammar Saïdani.
savez que son fils ou son neveu n'a eu que 127 € d'amende de la justice française. Vous imaginez? 127 € d'amende. C'est tout. Il n'a même pas passé une seconde en garde à vue. Alors qu'il a failli me tuer, j'ai failli mourir. Alors quand j'entends les Français qui parlent de cette affaire, d'un éventuel kidnapping d'un certain influenceur, mais j'ai envie de rigoler, je rigole. Et quand j'ai failli être tué par le fils de Seridani, pourquoi la justice française n'a condamné ce jeune homme qu'à 127 € d'amende? Il n'a même pas passé une seconde en garde à vue. Et quand j'entends que maintenant le parquet national antiterroriste a été saisi par cette affaire, mais c'est une plaisanterie, j'espère. Qu'est-ce qui est le plus grave? Vidéo à l'appui. J'étais à 2 doigts de mourir, ou bien une scabreuse histoire qui tient pas debout et qui est instrumentalisée par l'État et la justice française. Ça, c'est du réel. 127 € d'amende seulement. Et il est tranquille aujourd'hui. Il lui est rien arrivé. Donc notre ami Amal Seridani, qui était vraiment le ténor de la vie politique algérienne, aujourd'hui il est où? il est tranquille au Maroc, en Angleterre, protégé. Personne ne le recherche. Personne ne le recherche. Vous avez vu ce qui m'est arrivé? Ben écoutez, j'ai aucun sentiment de vengeance. Aucun. Aucun. Vous avez vu, j'ai plus manifesté, j'ai pas relancé la procédure, j'ai rien fait. Voilà. Parce que je suis comme ça. Moi, je suis un vrai musulman, et moi, je pardonne. Je suis comme ça. Donc ça, Amal Seridani, il a des milliards de dinars ou d'euros, je ne sais plus, et il est tranquillement en train de se balader entre le Maroc et l'Angleterre. Et l'Algérie ne le recherche même plus. Hein. Donc ça, c'est élément numéro 1. Élément numéro 2, vous connaissez Chakib Khalil. Chakib Khalil avec sa femme, tranquille. Ce monsieur a ruiné l'Algérie. Il a signé des contrats avec des entreprises étrangères. En échange, il a eu des bakshish par millions de dollars. Ben, ce monsieur est aux États-Unis avec sa femme, ses 2 enfants. Il y a des mandats d'arrêt internationaux, mais personne ne le recherche. Personne. Il vit la belle vie, tranquille, alhamdoulilah. Millions, milliards de dollars. On continue. Regardez ces 2 beaux gosses là. Vous connaissez ce beau gosse là? Farid Bejaoui, c'est le neveu de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, ancien ministre de la Justice algérien, ancien ambassadeur à Paris dans les années 70, brillant juge international. Donc ça, c'est son neveu, Farid Bejaoui, qui est un escroc extraordinaire. Et là, c'est le fils de Ouattara qui est en prison aujourd'hui. Ouattara, c'est l'ancien, Abdelmoumoun Ouattara, c'est l'ancien président de la Sonatrach, que j'ai eu l'occasion de voir au tribunal à Alger. Il est en prison. J'ai rien à dire sur lui, mais son fils, il pèse 2 milliards de dollars, son fils là. Nassim Ouattara, 2 milliards de dollars. Farid Bejaoui, Chakib Khalil lui avait donné 2 milliards de dollars pour jouer en bourse dans les années 2000. C'est extraordinaire. Vous savez, il jouait avec l'argent du peuple algérien comme si c'était leur argent de poche. Donc, Chakib Khalil avait donné 2 milliards de dollars à Farid Bejaoui pour jouer en bourse. Et aujourd'hui, Nassim Ouattara, le fils d'Ouattara, qui pèse 2 milliards de dollars. Donc, ils ont tous des multiples nationalités. Moi, j'ai abandonné ma nationalité française. Mais alors, commençons par Farid Bejaoui. Nationalité algérienne, nationalité française, nationalité canadienne, puisqu'il a fait HEC aux études commerciales à Montréal, et il a acheté la nationalité libanaise, parce que sa femme est libanaise, signée par le président libanais Michel Aoun, s'il vous plaît. Alors lui maintenant, Nassim Ouattara, nationalité algérienne, nationalité française, que sa mère est moitié française, nationalité américaine, parce qu'il est né aux États-Unis, et lui aussi, il a acheté la nationalité libanaise. 4. Voici les 2 escrocs internationaux aux 4 nationalités. C'est quand même magnifique. Hein. Alors ces 2-là, condamnés à 10 ans de prison chacun, mandat d'arrêt international, et personne ne les recherche. Personne ne les recherche. Tous les 2, ils pèsent 2 milliards de dollars chacun. Hein. 2 milliards de dollars. Pas 2 milliards de dinars. Hein.
de l'art. Lourd, lourd, lourd. Alors, de temps en temps, là, c'est un article d'El Watan du 14, qui était le 14 mars 2024. Ils disent Nassim Oudkhadour et Farid Bejaoui, deux destins qui se ressemblent. Ces hommes d'affaires aux fortunes colossales à l'étranger. Donc, tout le monde est au courant, à vrai dire. Ils ont des fortunes colossales. Et personne ne les arrête. La France les protège. Bah oui, Macron les protège. Bah écoutez, voyons, ces gens-là défendent les intérêts de la France. Voilà, ils sont tranquilles. Tout va bien. Abdullah, vive la vie. Plus on vole de l'argent en Algérie, plus on est protégé par la France. C'est quand même magnifique. Donc ça, Chakib Khalil, il est protégé par Washington, vous le savez. Bon, on continue. Alors, Farid Bejaoui. Regardez. Ça, c'était Jeune Afrique. Farid Bejaoui. Passeport libanais et cache dorée à Dubaï. Alors lui, il s'amuse. Dubaï, Paris, Thaïlande. Mais il va où il veut. Parce que vous savez que l'Algérie délivre des mandats d'arrêt internationaux, mais personne ne les respecte. Ce qui fait que ça ne sert à rien, à vrai dire. Ça ne sert strictement à rien. Alors ça, c'est un article de L'Orient le Jour. C'est un journal libanais, hein, d'accord? Regardez ce qu'il y a marqué. Vous savez, les escrocs mondiaux. Parmi les naturalisés libanais, Farid Bejaoui, le monsieur 3% algérien. Regardez comment il l'appelle, monsieur 3% algérien. Je vais vous dire pourquoi il l'appelle 3%. Alors, donc il y a un décret de naturalisation du président, donc Michel Aoun, qui a accordé la nationalité libanaise donc à Farid Bejaoui. On aime beaucoup les voyous. 18 juin 2018. Hein. Et ils disent qu'à l'époque, en 2014, Farid Bejaoui était à Dubaï. Il avait même ses 5 enfants inscrits au lycée français. Georges Pompidou, regardez. Lycée français Georges Pompidou. Et ils adorent la France, ces gens-là. Vous savez, c'est la fameuse 5e colonne. C'est-à-dire, ils pourraient les inscrire dans un lycée américain, un lycée anglais. Non, non, c'est toujours lycée français. Moi, mon fils, je l'ai inscrit dans un lycée américain. Lycée français à Dubaï. Quand je vous dis qu'ils servent les intérêts français, vous ne me croyez pas? Donc après, ils disent qu'il serait parti en Thaïlande et finalement, maintenant, il est tranquillement en France. Alors, pourquoi il l'appelle Monsieur 3%? Vous savez que ce playboy, oui, c'est un playboy, hein. Il a une belle tête, comme on dit. Voilà, je vous montre ça, voilà. Ce playboy, il était l'intermédiaire entre l'Algérie de Chakib Khalil et Eni, la fameuse Eni, vous connaissez Eni, l'entreprise italienne d'hydrocarbures. Et en échange de 198 millions de dollars, Eni a remporté 11 milliards de dollars de contrats avec l'Algérie. Ah oui, c'est pour ça qu'Eni est en Algérie. Vous imaginez 198 millions de dollars. Donc bien sûr, il a partagé ça avec Chakib Khalil, sa femme, ses 2 enfants et Omar Habboul, apparemment qui est décédé. Et aucun, donc ni Chakib Khalil, ni Farid Bejaoui, ni ses 2 enfants de Chakib Khalil, ni Omar Habboul, c'est-à-dire 5, aucun problème. Il y a des mandats d'arrêt, mais il ne se passe rien. C'est un peu comme si vous écrivez une petite lettre, vous la jetez à la mer, mais il ne se passe rien. Alors, ils sont protégés. C'est comme Nassim Oudkhadour. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va parler un peu de Nassim Oudkhadour. Hein. Est-ce que vous savez que Nassim Oudkhadour donc possédait, parce qu'il l'a revendu, 2 appartements à Neuilly-sur-Seine. Donc là, c'est le lac Notarié que j'avais publié à l'époque. Et je ne parle jamais sans preuve, moi. Hein. Donc c'était 3 millions d'euros. Voilà, c'est écrit 3 millions d'euros. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. 3 millions d'euros, voilà, 3 millions d'euros. Et un autre de 380 000 euros. Voilà. Ça, c'est l'acte notarié officiel. Voilà, 380 000 euros. Donc, à Neuilly-sur-Seine. Et il avait acheté ces 2 appartements dans le cadre d'une SCI qui s'appelle Lema, par rapport au prénom de sa fille, Lema. Voilà, SCI Lema. Donc, à l'époque, 2017, j'organisais des manifestations devant les biens mal acquis de ces personnages-là.
Et à l'époque, on me dit, mais Rachid, comment tu peux porter atteinte à ces ministres, à ces hommes d'affaires? Tu es envoyé par la France, sûrement. Ah oui, donc quelqu'un qui défend l'Algérie, qui dit que ces gens-là, c'est des voyous, il est envoyé par la France. Alors que c'est eux qui sont envoyés par la France et protégés par la France. Donc voilà, ça c'est l'acte notarié. Hein. Bon, on va pas s'éterniser dessus. Hein. Simplement pour vous dire que, voilà, c'est des preuves, quoi. Voilà. Et je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Parce que j'ai dénoncé ces voyous. Voilà, on tourne les pages, une à une. Hein. Voilà. C'est là où je vous avais apporté la preuve que Abdelmoumoud Radoul était français. Français, et il était PDG de la Sonatrach. À l'époque, on me dit, mais non, Rachid, il ne faut pas le déranger. Eh oui. Vous vous rendez compte comment j'ai souffert à l'époque? Parce que j'étais seul avec les militants du MJC à dénoncer tout ça. J'étais seul à partir de 2014. Seul. Vous entendez? J'étais seul. Oreille, j'entends plus. Suite à l'agression presque mortelle du fils de Saïdani, mon nez cassé. J'ai tout perdu. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, personne ne m'a rien demandé. Alors, on va montrer juste comment il a financé cet argent, cet appartement. Donc, un des autres appartements, donc il coûtait 3 millions d'euros. Regardez, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Il a financé à 50%, écoutez-moi bien, donc 1 600 000 euros d'un emprunt consenti par la First National Bank. Elle est au Liban. C'est là où il cachait l'argent qu'il avait volé, le papa. Parce que le papa avait volé, vous savez, 1 milliard de dollars de surfacturation quand il était à la tête de la BRC. Bon, bref. Regardez. Lisez bien. 1 600 000, un prêt de la BRC, de la First National Bank qui se trouve donc à Beyrouth, au Liban. Et pour le solde, 1 400 000 euros de deniers personnels, regardez. Deniers personnels. 1 400 000 euros en deniers personnels. C'est-à-dire argent de poche, comme ça. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont dans la poche 1 400 000 euros. Voilà. Alors, comment j'ai eu ces documents-là? Vous savez, mon domaine, c'est l'immobilier. Donc, quand vous êtes dans l'immobilier, vous pouvez avoir n'importe quel acte notarié de n'importe quel appartement ou immeuble. N'importe quel. C'est la loi. N'importe qui peut faire la demande. C'est comme ça. Bon, bref. Quand j'ai fait ces manifestations-là, qu'est-ce qu'a fait notre ami qui pèse 2 milliards de dollars, Nassim Tradour? Mais il a porté plainte. Il a porté plainte contre moi. Vous savez pourquoi? En disant que j'avais pas le droit de mettre l'adresse de ces deux appartements. Ouais. C'est boulevard Barès, à Neuilly-sur-Seine. Et figurez-vous, voilà. Alors, en gros, ils disent que j'avais pas le droit de mettre son adresse sur Facebook. Donc la justice, écoutez-moi bien ce qu'a fait la justice. J'ai raconté dans le livre mon combat contre la dictature algérienne, sous Bouteflika. Page 135, vous pouvez vérifier. Regardez ce qu'il y a marqué. J'ai fait un chapitre là-dessus. Eh bien, la justice française m'a condamné à 4 000 euros d'amende par jour si je n'enlevais pas l'adresse des deux appartements de Nassim Tradoul à Neuilly-sur-Seine, boulevard Barès à Neuilly-sur-Seine. Vous vous rendez compte? Et là, à la date de la publication du livre, c'est-à-dire en mars 2022, je devais à Nassim Tradoul 6,5 millions d'euros. Regardez, 6,5 millions d'euros. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez? Ça coûte cher de lutter contre la corruption. Et donc, c'est une décision de justice de la Cour d'appel de Versailles. Alors moi, je viens d'être condamné par la Cour d'appel de Paris à 12 mois de prison aménageable, 12 mois de prison ferme aménageable avec un bracelet électronique. Donc, la Cour d'appel de Versailles m'avait condamné le 21 décembre 2017 à 4 000 euros, voilà, lisez bien, 21 décembre 2017 à 4 000 euros d'astreinte par jour si je ne supprimais pas l'adresse des deux appartements de Nassim Tradoul à Neuilly-sur-Seine, boulevard Barès, Maurice Barès. C'est beau la justice française, hein? Donc je dois 6, à l'époque, aujourd'hui ça doit faire 7,5 millions d'euros que je dois. Vous imaginez? Je dois 7,5 millions d'euros à Nassim Tradoul. Cet escroc qui est condamné par la justice algérienne à 10 ans de prison et un mandat d'arrêt international contre lui. Protégé par la France. Vous avez la preuve, hein? Vous vous rendez compte ou pas? Et donc c'est comme ça.
Et donc déjà, en première instance, donc le 13 juillet 2017, j'ai été condamné à 10 000 euros simplement et à 2 000 euros d'astreinte par jour. Regardez, 2 000 euros d'astreinte par jour, c'était. Et quand j'ai fait appel, ça a doublé. 4 000 euros par jour. Vous imaginez? Vous pouvez lire, hein, c'est dans ces deux jugements de justice. Donc le premier, 13 juillet 2017 et le deuxième, 21 décembre 2017. C'est beau, c'est pas beau, la France. Donc après, quand vous me dites, oui, mais j'ai dû faire quelque chose si la France me condamne à 1 an de prison. Mais vous plaisantez? Est-ce que vous plaisantez? Vous croyez que si vraiment j'avais fait quelque chose, vous croyez que je serais aussi libre de vous, je vous raconterais tout ça? Regardez la preuve. 6,5 millions d'euros en mars 2022, je devais. Aujourd'hui, ça fait 7,5 millions d'euros. Cour d'appel de Versailles. Voilà, c'est dans mon livre, Mon combat contre la dictature algérienne, où je raconte toute la corruption sous le régime Bouteflika. Voilà, paru d'édition Maximilo en mars 2022. Voilà, j'avais publié 2 livres, un en anglais et un en français. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, maintenant, revenons à cette idée de réconciliation nationale et d'amnistie. Vous avez vu comment j'ai souffert. Hein, les vidéos veulent tout dire. Nez cassé, l'usage de l'oreille droite 100% mort, donc je suis sourd à moitié, multiples maladies, 4 ans de prison et de résidence surveillée en Algérie, et je vous ai dit, j'ai aucun sentiment de vengeance. Je dis bien aucun. Maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois entre la France et l'Algérie? Vous voyez bien que l'Algérie fait l'objet de multiples attaques. Attaques à la France, attaques diplomatiques de nos voisins, le Maroc, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Libye. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir et des problèmes intérieurs et des problèmes extérieurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à la philosophie de la réconciliation nationale, de ce que le président appelait l'Mesheml. Il faut constituer un noyau algérien uni. Il faut oublier nos problèmes, il faut oublier nos divisions, il faut oublier nos querelles. Car si nous ne sommes pas unis, ces forces extérieures à l'Algérie qui veulent déstabiliser le pays, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont instrumentaliser tous les foyers de dissension en Algérie pour justement déstabiliser, détruire l'Algérie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut faire ce qu'a fait le président Lamine Zeroual à partir de l'ordonnance de février 95, ce qu'a fait feu Abdelaziz Bouteflika en 99 avec la loi sur la concorde civile et ensuite en 2005 avec le référendum sur la charte de réconciliation nationale. Aujourd'hui, à mon sens, il faut à nouveau une loi d'amnistie générale. Il faut une réconciliation générale. Et quand je parle de réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la libération de tous les détenus politiques, économiques algériens. C'est qui? C'est à la fois les prisonniers politiques du Hirak, il faut les libérer. C'est à la fois les hommes politiques qui ont été mêlés à des affaires de corruption sous le régime Bouteflika. C'est aussi les militaires qui ont été emprisonnés. C'est aussi les hommes d'affaires qui ont été emprisonnés, car aujourd'hui, nous avons besoin de tous les Algériens pour lutter contre ces multiples entreprises de déstabilisation qui sont organisées à partir de l'étranger. C'est aujourd'hui vital. Alors, bien sûr, on peut trouver, et ça c'est aux décideurs algériens de réfléchir à la meilleure façon pour que cette réconciliation nationale puisse être la plus acceptée, en tout cas acceptée le plus possible par le peuple algérien. Moi, je propose une idée. Moi, je pense qu'à partir du moment où toutes ces personnes-là ont déjà passé 30 à 50% de leur peine en prison, je pense qu'il faut les libérer. Et bien sûr, sous condition. Par exemple, chaque personne devra signer une lettre pour dire que il bénéficie d'une amnistie du président de la République ou de l'État algérien, à condition que dès qu'il sort, il respectera la loi algérienne. Et s'il viole la loi algérienne, il sera automatiquement réincarcéré. Voilà. En gros, l'idée, c'est qu'il signe un engagement, un peu faire ce qu'a fait l'Afrique du Sud. Il faut que ce soit
une amnistie individualisée. Ça ne sera pas collectif. Chacun devra signer un papier. Chacun. Voilà une idée que je propose au président de la République et aux décideurs algériens. C'est d'amnistier tous les prisonniers, prisonniers politiques, prisonniers économiques, que ce soit le Hirak ou du régime Bouteflika, et même les militaires qui ont été emprisonnés, mais grâce au travers d'une démarche individualisée, comme cela a été fait en Afrique du Sud. Car si nous ne mettons pas en place ce front commun, ce front national algérien commun, il est à craindre que nos ennemis profitent des querelles, des dissidences que nous avons à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays pour déstabiliser davantage notre Algérie. Donc ça, c'est l'amnistie uniquement pour ceux qui sont en prison en Algérie. En Algérie. Donc qui ont déjà purgé un tiers ou la moitié de leur peine, c'est-à-dire la quasi-totalité de ceux qui sont en prison aujourd'hui. Mais, eu égard à ceux qui se cachent à l'étranger, sous protection française, comme Farid Bejaoui, comme Nassim Outkaddour, comme Ammar Seydani, ou comme Shakib Khalil, ou comme Abdeslam Bouchouareb, ah là, non, l'amnistie n'est pas valable. L'amnistie n'est valable que pour ceux qui sont emprisonnés en Algérie, pas ceux qui sont en fuite à l'étranger sous la protection de la France ou d'autres puissances étrangères. Voici le message donc que je voulais passer aujourd'hui à l'occasion du 3e anniversaire de mon incarcération à la prison de Bchlik avec le maître Abdelkader Chouara, Hamza Djabri et 15 jours plus tard le maître Yassine Khalifi. Je voulais adresser un message au président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, déjà pour le remercier encore pour les 3 grâces présidentielles dont j'ai bénéficié. Je veux lui demander d'organiser ou un référendum ou de signer une ordonnance comme Yamin Zaroual pour décréter une amnistie générale des détenus politiques du Hirak, des détenus corrompus de l'ère Bouteflika et des militaires qui sont en prison aujourd'hui de façon à resserrer les rangs du peuple algérien pour lutter plus efficacement contre nos multiples ennemis. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Allah yarham Chouara.